Vous êtes sur Al24 News, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour ce 19h. Tout de suite, les principaux titres qui seront développés tout au long de cette édition. Sport, football, CAN 2021, plus droit à l'erreur pour l'équipe nationale algérienne. Défaite interdite face à la Guinée équatoriale, début du match, 20h, heure algérienne. Au Mali, le décès de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta à son domicile à Bamako à l'âge de 77 ans. Retour sur son parcours dans cette édition. Près de 2 millions de doses du vaccin anti-Covid Coronavac sont dans les stocks du groupe pharmaceutique algérien Saïdal. Il faudra cependant attendre l'aval de l'OMS pour son exportation. Et puis de la culture, nous irons en Europe pour les rendez-vous culturels incontournables de l'art plastique en passant par la photographie. Et nous entamons cette édition par du sport, football et CAN 2021. Comme nous vous le disions en titre, victoire impérative donc aujourd'hui pour l'équipe nationale algérienne si elle veut préserver toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Lors de ce deuxième match du groupe E, l'Algérie sera opposée à la Guinée équatoriale. Début du match prévu dans un peu moins d'une heure. Mohamed Wali Ben Chaben. L'équipe nationale d'Algérie disputera ce soir à partir de 20h sa deuxième rencontre de Coupe d'Afrique des Nations face à la Guinée équatoriale. Contrairement au premier match face à la Sierra Leone, qui s'est déroulé sous une forte chaleur et un taux d'humidité très élevé, c'est à 20h que les Algériens affronteront les Équato-Guinéens dans une rencontre où l'erreur est strictement interdite. L'enjeu de cette rencontre sera de taille, surtout que la Côte d'Ivoire occupe la tête du groupe E, suivi de la Sierra Leone et de l'Algérie avec 1 point chacun. En dernière position, la Guinée équatoriale avec 0 point, suite à sa défaite lors du premier match sur le score de 1-0. L'attaquant, il est là il vit pour marquer des buts. C'est un rôle spécial, c'est un rôle particulier. Les joueurs de champ, de manière générale, sont intéressés par le jeu. Il y a ceux qui veulent construire le jeu, il y a ceux qui veulent défendre, il y a ceux qui veulent élaborer, organiser, mener. Et les attaquants, ils sont là pour finir. Une chose est certaine, ce match sera très disputé entre les deux sélections. Les Verts doivent améliorer pas mal de choses par rapport au premier match, sachant que l'Algérie n'a pas montré son vrai visage rassurant durant toute la première rencontre. Le moins que l'on puisse dire est que les joueurs veulent absolument se racheter ce soir face à la Guinée équatoriale. Pas question donc de plonger dans le doute, ce genre de match est certes complexe, mais la victoire n'est pas impossible. Il est utile de souligner que la Côte d'Ivoire croisera le fer avec la Sierra Leone à 17h. En groupe F, le Mali affrontera la Gambie et la Tunisie jouera sa survie face à la Mauritanie. Direction justement Douala pour retrouver notre journaliste envoyé spécial Faisal Saleh. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad, bonsoir tous les téléspectateurs de Al24 News et tous les supporters algériens qui seront derrière les Verts. Alors Faisal, nous sommes à environ 55 minutes du début de la rencontre. Que pouviez-vous nous dire sur les conditions dans lesquelles vont évoluer les joueurs, surtout par rapport au climat et à l'état de la pelouse? Je rappelle que l'autre match du groupe E, celui de l'Algérie, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, vient à peine de se terminer. Il s'est joué sur cette même pelouse. Exactement, le match de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, il vient de terminer. C'est un match fou entre deux équipes coréennes, 2-2. On a vu un scénario, on va dire, fou dans ce match. Et la Côte d'Ivoire qui a marqué en premier. La Sierra Leone, elle a égalisé un but partout. À un moment donné, c'est la Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps qui rajoute un deuxième but. Et à les dernières minutes de jeu, c'est la Sierra Leone qui égalise. À un moment donné, il y avait quelque chose qui s'est passé, c'est que les 5 changements de la Côte d'Ivoire, ils étaient effectués. Donc, il y avait la blessure du gardien de but. Donc, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Boumel, était obligé
de gérer un petit peu ça, et c'était Serge Aurier qui est devenu gardien de but latéral droit de la Côte d'Ivoire, est devenu le gardien de but pour terminer ce match face à la Sierra Leone. 2-2. Maintenant, la Côte d'Ivoire est leader avec 4 points. La Sierra Leone deuxième avec 2 points avant le match de l'Algérie face à la Guinée équatoriale. Un match qui s'annonce très fort pour les protégés de Djemal Belmadi, parce que tout simplement, après le score de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone et le match nul, la Guinée équatoriale, elle va essayer de croire en elle-même, parce que la Sierra Leone, c'est une petite équipe. C'est ce qu'il disait en fait beaucoup d'observateurs avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, on voit que le groupe d'Algérie, le groupe E, elle est vraiment un groupe très très serré. On parle là aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? En ce moment, on est à la zone mixte de la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de la pelouse, justement? Est-ce que la pelouse est en bon état pour produire un beau football? Ce que je peux rassurer, c'est que la pelouse, elle est beaucoup mieux par rapport au premier match d'Algérie, parce qu'on va jouer à 20h. En ce moment, il y aura un peu d'arrosage pour la pelouse de Japoma Stadium. Comme ça, elle peut, elle peut accueillir le match de l'Algérie, les coéquipiers de Riyad Mahrez. Peut-être qu'ils pourront jouer beaucoup mieux avec la pelouse de Japoma Stadium ce soir à 20h, sur une pelouse, on va dire, qu'il a été déjà utilisée à 17h pour le match de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone. Ce qui est sûr, c'est que... Oui. Pour ce qui est de la composition d'équipe, elle vient d'être dévoilée. Est-ce que vous avez la composition, justement? J'ai la composition, j'ai les 11 d'Algérie, on va dire. Raïs Ouab Mboulhi va être le gardien d'Algérie pour ce match. En défense, on aura Issa Mandi, Djemal Belhamri. À droite, il y aura Youssef Attal qui a participé avec Djemal Belmadi lors de la conférence de presse. À gauche, Rami Ben Sebeini, Sofiane Ben Debkat, titulaire pour la première fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le retour de Smaïl Ben Nasser et Sofiane Firouli. En attaque, le trio algérien, Riyad Mahrez et aussi Youssef Bilali. Et devant, il y a le grand Bagdad Bounjah. Très bien. Merci beaucoup Faisal Salah pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Douala au Cameroun. Et nous avons avec nous Khaled Mazouzi, journaliste de la rédaction sportive d'Al24 News, pour parler avec nous de cette rencontre. L'équipe nationale donc algérienne n'aura pas droit à l'erreur, Khaled. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous. Bien sûr, comme vous l'avez dit, aujourd'hui on s'attend à une réaction de l'équipe, surtout après le résultat inattendu lors de la première journée. Certainement, il y avait des craintes. Faisal a parlé tout à l'heure de l'état de pelouse. Je pense qu'il y a les craintes de Djemal Belmadi par rapport à cet état de la pelouse, vu qu'il y avait un match juste avant entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Donc je pense que l'équipe évoluera dans des conditions climatiques meilleures. Il faut s'attendre à un sursaut d'orgueil de cette équipe nationale qui a toutes les qualités, je pense qu'elle part favorite pour ce match, logiquement. Très bien. Pour ce qui est de la composition d'équipe, elle vient d'être dévoilée. Nous voyons que nous avons observé quand même des retours, des cadres de Justement, d'après le premier match, on s'attendait à des changements dans la composante, que ce soit dans le système tactique, mais aussi dans la composante. On note le retour logique de Djemal Belhamri dans l'axe central avec Issa Mandi. Il s'agit de la paire centrale qui évolue depuis 2019 ensemble. Il y a aussi le retour qui fera beaucoup de bien à l'équipe. Je pense que le retour de Ismaïl Ben Nasser au milieu de terrain permettra à l'équipe de retrouver un certain équilibre au milieu de terrain, chose qu'on n'a pas vu au premier match. On a vu un certain Belkabla qui était pratiquement isolé au milieu de terrain, vu qu'il y avait Yassine Brahimi qui était trop avancé avec Sofiane Firouli. Je pense que on note aussi l'utilisation de Ben Debka comme titulaire aujourd'hui. Je pense qu'il permettra aussi à l'équipe d'avoir un certain équilibre sur le plan défensif. Ben Debka qui a tapé à l'œil de Djemal Belmadi depuis là. Nous avons senti justement lorsqu'il est rentré. Justement, il a apporté, réussi son entrée face à Sierra Leone, et je pense que Djemal Belmadi a déjà parlé de lui lors des conférences de presse précédentes. Après une belle coupe arabe, il faut le dire, il était parmi les révélations de cette équipe nationale au Qatar. Donc je pense que l'utilisation de Ben Debka, il sera en sentinelle devant la défense, derrière le milieu, et permettra aussi à Ben Nasser d'avoir une certaine liberté offensive. Je pense que c'est une composition logique. On note aussi cette confiance renouvelée à Bagdad Bounjah contre toute attente, malgré ses ratages, malgré les critiques qu'il subit cet avant-centre, mais je pense que c'est un message fort de Djemal Belmadi. Il donne une certaine confiance à Bagdad Bounjah, qu'il faut dire que c'est l'attaquant, c'est l'avant-centre titulaire de l'équipe nationale depuis la prise de fonction de Djemal Belmadi. Il connaît ses qualités.
que ce soit au Qatar, mais en équipe nationale. Donc je pense que c'est un message fort et j'espère que Bounjah sera à la hauteur et l'une des clés de ce match. Merci beaucoup Khaled Mazouzi pour toutes ces explications. Je rappelle que nous allons vous retrouver juste après cette édition pour le JT Sport en langue arabe avec probablement plus d'informations sur ce match. Certainement, merci. Voilà, donc nous restons au Cameroun pour parler CAN 2021 toujours. Il y a eu 3 matchs cet après-midi. Tout d'abord celui du groupe E et de l'Algérie. La Côte d'Ivoire affrontait donc la Sierra Leone, score final 2 buts partout. Rien n'est encore joué donc dans ce groupe. Un peu plus tôt dans la journée, la Gambie et le Mali dans le groupe F se sont neutralisés, score 1 but partout. L'autre match du groupe F a vu la Tunisie battre la Mauritanie par le score de 4 buts à 0. La Tunisie qui se relance donc dans cette CAN après le match scandale de la première journée face au Mali. Et dans le reste de l'actualité, nous allons rester sur le continent africain, direction le Mali et le décès de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta à son domicile à Bamako à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie. Je vous propose à présent ce portrait sur Boubacar Keïta. Il est signé Amin Touta. Presque 2 ans après sa démission, l'ex-président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé à son domicile dans la capitale malienne dimanche 16 janvier. Âgé de 76 ans, le natif de Koutiala a occupé plusieurs fonctions institutionnelles de l'État malien. Il fut Premier ministre de l'année 1994 à 2000 et président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Il quitte son poste de Premier ministre dans la foulée du scrutin présidentiel de 2002. L'ancien président a été désigné candidat du Rassemblement pour le Mali à l'élection présidentielle. 3 mois plus tard, 9 partis politiques rallient sa candidature. Pour le rendez-vous présidentiel de 2013, Brahim Boubacar Keïta arrive en tête du premier tour. En 2018, le président sortant est réélu pour un deuxième mandat après avoir atteint plus de 41% des voix au premier tour. À l'été 2020, le Mali connaît une crise politique suite à un mouvement de protestation. Les événements s'enchaînent jusqu'à sa démission et la dissolution du Parlement, ainsi que le gouvernement et le départ de Brahim Boubacar Keïta. Et pour parler de cette disparition, nous avons avec nous notre journaliste spécialiste des dossiers maliens, Dial Amadou Diadi. Alors bonsoir Dial. Bonsoir Riyad. Alors Dial, le décès a été annoncé donc par la famille du défunt en ce début d'après-midi. Comment est perçue cette disparition aujourd'hui par la population malienne? Ibrahim Boubacar Keïta est une figure emblématique dans l'échiquier politique malien. Il a joué un rôle prépondérant dans le cadre de l'édification des institutions du Mali. Je rappelle d'abord, il a été conseiller diplomatique de la présidence sous Alpha Oumar Konaré avant de devenir ministre des Affaires étrangères et ensuite Premier ministre et enfin président de l'Assemblée nationale sous Amadou Toumani Touré. Après, il a accédé à la présidence en 2013 et ensuite 2018 réélu. Donc son bilan reste tout de même demi-teinte. Si dans l'économie c'est porté pas mal, aussi également sur le plan budgétaire, il y a la stabilité, aussi la baisse de l'inflation et également la hausse de production de coton qui était jusqu'à considérée par les Maliens comme le poumon économique. Et sur de l'autre côté, il y a par exemple, sur le plan de l'éducation, il y a la précarité, aussi l'insécurité qui prévaut. Mais aujourd'hui, les Maliens sont tout à fait partagés entre la douleur, entre l'émotion et aussi la douleur, l'émotion, donc la tristesse également. Donc, à travers la publication sur les réseaux sociaux, les hommages qui lui sont rendus par les hommes politiques du pays et à l'extérieur prouvent aujourd'hui à suffisance que les Maliens lui sont reconnaissants pour sa contribution pour l'édification du Mali aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait triste pour tous les Maliens aujourd'hui de les perdre. C'est un grand coup pour le peuple malien. Très bien, merci beaucoup Dial Amadou pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notre journaliste spécialiste des dossiers maliens. Et merci beaucoup Riyad. À présent, nous allons parler de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, lors de sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis, a rencontré le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali.
Et dans le dossier libyen où les parlementaires appellent au changement, ils exigent le départ du gouvernement de Dbeibah et la formation d'un gouvernement de technocrates. C'est un sujet signé Leila Guertal et Nabila Houssine. Les appels sont de plus en plus nombreux. Les parlementaires libyens siégeant à Tobrouk et dont les positions sont aux antipodes de celles du gouvernement de Tripoli appellent à la dissolution du gouvernement. Ils sont environ une quinzaine de parlementaires à vouloir le départ de la formation gouvernementale actuelle et à exiger la formation d'un gouvernement de technocrates susceptible de gérer les affaires courantes de la nouvelle conjoncture, tandis que 25 autres députés ont tout simplement proposé une liste de noms pour remplacer celui de Abdul Hamid Dbeibah. L'enjeu de ces assises est décisif pour l'avenir de la Libye, car il est fort probable que le destin du gouvernement soit définitivement scellé lors de la prochaine session du Parlement. La session sera présidée par Salah Aguilé, qui reprend sa fonction après une pause consacrée au présidentiel. Il semblerait que le Parlement commence à user de ses fonctions et du travail qui est le tien. Reste à savoir si le gouvernement de Dbeibah accepte les décisions du gouvernement en sachant pertinemment toutes les divergences qui opposent les deux parties, à savoir Tobrouk et Tripoli. Et en Iran, et selon des médias locaux, de fortes explosions ont été entendues dans plusieurs villes de l'ouest du pays, selon les mêmes sources. Les explosions ont retenti dans plusieurs villes, dont Kermanshah et Kamayaran. Les autorités iraniennes n'ont toujours pas communiqué sur l'origine de ces explosions. Santé Covid-19, près de 2 millions de doses du vaccin anti-Covid Coronavac sont dans les stocks du groupe pharmaceutique algérien Saïdal, qui annonce le début de la commercialisation de ce vaccin. Cependant, la première responsable du groupe pharmaceutique a précisé lors d'une interview à la radio algérienne que pour l'exportation du Coronavac, il faudra attendre l'autorisation de l'OMS. Et enfin, le groupe Saïdal vient de se doter de son premier centre de bioéquivalence qui entrera en activité dans moins de 2 semaines. Un centre qui servira à démontrer qu'un médicament générique est une copie conforme de la molécule mère. Et la situation pandémique aux 4 coins de l'Europe, les opposants aux passes sanitaires et vaccinaux ont une nouvelle fois manifesté leur colère, notamment en France, en Autriche et en Italie. Plusieurs centaines de personnes sont sorties dans les rues pour dénoncer le pass vaccinal et pour faire face aux variants Omicron. De nombreux pays continuent à renforcer leurs mesures sanitaires. Neila Ethamoud. Liberté, résistance, non au vaccin, ce sont les slogans brandis par les manifestants anti-pass sanitaire et anti-vax. D'après les autorités, ils étaient 54 000 participants dans toute la France, soit près de 2 fois moins que ceux de la semaine dernière, qui avaient été marqués par un très net rebond de la mobilisation. En Autriche, ils étaient aussi des milliers dans la capitale à dire non à l'obligation vaccinale, qui va entrer en vigueur en février. Même chose en Italie, où les contaminations explosent avec 200 000 nouveaux cas quotidiens. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Rome pour dénoncer le pass vaccinal ainsi que la récente obligation de vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans. Les opposants anti-vaccins se sont également fait entendre en Grèce, où les non-vaccinés de plus de 60 ans vont être passibles d'une amende de 50 €. Ils étaient des centaines à manifester samedi dans la capitale, alors que le gouvernement a décidé d'ouvrir aux personnes immunodéprimées la possibilité de recevoir une 4e dose de vaccin. En revanche, en Allemagne, des restrictions plus draconiennes ont été prises dans les bars et les restaurants afin de lutter contre la vague Omicron. Les clients de ces établissements doivent désormais fournir un certificat de vaccination ou de guérison, mais aussi un test anti-Covid négatif du jour. Seules les personnes ayant déjà reçu une 3e dose de vaccin sont exemptées de ce test. L'Islande, à son tour, serre la vis. Le pays est confronté à une flambée de l'épidémie. Il durcit ses mesures sanitaires. Bars et discothèques sont fermés jusqu'au 2 février. La limite des rassemblements publics, elle, a baissé de 20 à 10 personnes.
Et puis le dénouement dans l'affaire Djokovic, le célèbre joueur de tennis serbe numéro 1 mondial Novak Djokovic ne pourra pas disputer l'Open d'Australie qui, pour rappel, commence demain lundi. Novak Djokovic a vu son recours rejeté par la Cour fédérale dimanche 16 janvier. L'instance judiciaire a confirmé à l'unanimité la décision prise par le ministre de l'Immigration d'annuler le visa pour le Serbe. En conséquence, il y aura pas de 21e titre en Grand Chelem d'Open d'Australie pour Novak Djokovic. Et de son côté, Aleksandar Vučić, le président de la Serbie, a apporté son soutien à Novak Djokovic et estime que l'expulsion du numéro 1 mondial est une décision purement politique. Et dans le sud de l'Italie, une infirmière de Palerme a été arrêtée après avoir réalisé de fausses injections du vaccin anti-Covid à plusieurs individus afin qu'ils puissent obtenir un pass vaccinal. Selon les éléments d'enquête, les personnes ayant reçu ces faux vaccins étaient connues pour être opposées à la vaccination, mais souhaitaient obtenir leur certificat sanitaire. L'infirmière en question aurait elle aussi reçu une fausse dose de rappel de vaccin. Et les émeutes qu'a connues le Kazakhstan début du mois ont fait 225 morts selon les autorités. Un bilan officiel revu à la hausse donc pour le gouvernement kazakh. Avant ce dernier bilan, le pays avait reconnu moins de 50 morts. Pour rappel, la ville d'Almaty et d'autres régions étaient le théâtre de manifestations violentes en raison de la hausse des prix du gaz. Et la pression s'accumule autour du Premier ministre britannique Boris Johnson qui fait face à des demandes incessantes de démission suite au scandale des fêtes à Downing Street. La commission chargée de l'enquête devra rendre ses conclusions la semaine prochaine. Les détails avec Leila Gertal. Le moins que l'on puisse dire est que le Premier ministre britannique est dans une position peu enviable. Depuis le fameux scandale du Downing Street, sa position est loin d'être confortable. Cette affaire, qui s'apparente dans toutes ses composantes à un scandale en bonne et due forme, pourrait coûter l'avenir politique du Premier ministre britannique. Rappelons pour ceux qui l'ignorent, l'affaire en question, dont les faits remontent à 2020, c'est-à-dire en pleine période de confinement contre le Covid-19, le secrétaire privé principal du Premier ministre Boris Johnson invite 100 employés du gouvernement et de hauts responsables à assister à un événement autour d'une réception au Downing Street Garden, tout ceci durant le verrouillage, comprendre par ceci le confinement. Ce qui en temps normal aurait pu passer pour anodin, mais en période de corona et en imposition de confinement, cela passe tout simplement pour une transgression outrageuse des règles de la sécurité sanitaire. Les accusations et les spéculations de qui a décidé, à qui a donné l'ordre vont bon train. L'enquête est en cours pour déterminer les responsabilités qui incombent à chacun. En attendant les résultats de l'enquête, l'opinion publique britannique ne décolère pas et le rassemblement devant le cabinet du Premier ministre se poursuit avec autant de verve que le premier jour en dépit du corona. Le principal secrétaire privé du Premier ministre et le premier coupable, Boris Johnson, dit avoir une pleine confiance en lui, mais ne dit pas non plus sur son degré de responsabilité. La logique voudrait que ce genre de décision ne se prenne pas sans l'aval de la hiérarchie. Boris Johnson est-il en train de se défaire petit à petit de cette responsabilité, lui qui dit l'assumer? N'empêche, le spectre de la démission n'a jamais été aussi présent de Boris Johnson qu'aujourd'hui. En océan Pacifique, la puissante éruption du volcan sous-marin Onga Apae a provoqué un tsunami aux îles Tonga, causant d'importants dégâts, mais fort heureusement, aucune victime n'a été déplorée. La menace de raz-de-marée qui concernait plusieurs pays a été levée. Et retour en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi portant découpage, ainsi que des exposés relatifs au secteur de l'intérieur, de l'agriculture, des travaux publics, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et de l'habitat, a précisé un communiqué officiel.
Et puis un mot sur les prix du pétrole qui n'en finissent pas de grimper jusqu'à atteindre des niveaux records sur fond d'une demande qui se fait de plus en plus forte. Le baril du Brent de la mer du Nord affiche une hausse supérieure à 2%, se maintient au-dessus de la barre des $86, profitant de la hausse de la consommation de carburant, de la baisse des stocks américains. La référence américaine, justement, qui, elle aussi, va de l'avant. Le baril du WTI enregistre une hausse de plus de 2%, dépassant les $84. J'invite les agriculteurs américains et ceux qui travaillent dans le domaine de la technologie appliquée au secteur de l'agriculture pour y rencontrer leurs homologues algériens qui sont intéressés par des partenariats à même de les aider à développer leur business, mais également pour rencontrer les responsables locaux du secteur. Nous recherchons essentiellement des opportunités de partenariat pour des projets dans les domaines des céréales et des fertilisants. Et pour cela, nous avons amené beaucoup d'agriculteurs américains avec nous. Et justement, vous avez écouté des investisseurs américains du secteur de l'agriculture en prospection en Algérie. Plusieurs hommes d'affaires américains effectuent du 15 au 23 janvier une tournée à travers plusieurs wilayas en vue d'explorer des opportunités de partenariat baptisées US Agriculture Road Show to Algeria. Cette initiative a été organisée par le Conseil d'affaires algéro-américain en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Washington. De la culture pour finir, les rendez-vous culturels incontournables en Europe. Les expositions en art plastique mais aussi en photographie résistent aux circonstances sanitaires et font voyager les amoureux de l'art. Amela Pecha. C'est au musée Picasso de Malaga, en Espagne, qu'est exposé Brassailles, l'un des plus grands photographes européens. L'exposition s'intitule Paris de Brassailles. Plus de 240 photographies qui invitent ceux qui les observent dans une balade à la ville de Paris des années 30 et 40. L'exposition met l'accent sur l'étroite relation professionnelle et personnelle qu'entretenait le photographe Brassailles avec Pablo Picasso. Le musée Picasso de Malaga continuera son exposition jusqu'au 2 avril prochain. Direction Londres, où le prince Charles, héritier de la couronne britannique, expose ses œuvres les plus importantes. Le prince a trouvé le temps de peindre 680 aquarelles. Au fil des années, il peint les lieux qu'il a aimés, les Corses, la Suisse, en passant par la Tanzanie. Le prince Charles a choisi l'aquarelle car, selon lui, la photo est peu satisfaisante. Pour finir, des vidéos, des animations et des courts-métrages d'artistes venus du monde entier sont accueillis dans le musée moderne d'Istanbul. Dans le cadre du programme Artist Film International, les vidéos de cette année mettent l'accent sur le soin, la nécessité de se soucier de tous les éléments qui nous entourent. La fin de l'exposition sera pour le 30 de ce mois. Fin de cette édition, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo présentée par Amalam Ziazitouni. Demain, vous retrouverez Fatma Mhani pour l'édition de 13h. Et ne ratez pas ce soir, 23h30, le lancement du premier journal Afrique de la chaîne Al24 News, présenté par Dial Amadou Diadi. Excellente soirée à tous. Au revoir.